Grand succès populaire pour Jean-Paul II en Bretagne. Dans son homélie, le pape entrouvre la porte de l'église catholique aux couples divorcés, mais il reste très ferme sur sa condamnation de l'avortement. Le problème de la violence à l'école en discussion ce matin dans tous les établissements scolaires. La crise de la vache folle, les Anglais décident de geler le programme d'abattage de 147 000 bovins prévu lors du dernier sommet européen. À Monaco, première sortie publique de la princesse Stéphanie depuis la tourmente. Le Tour d'Espagne, abandon de Miguel Indurain et victoire d'étape pour Laurent Jalabert. En Coupe Davis de tennis, l'Italie mène 1-0. Madame, Monsieur, bonsoir. Le pape vit encore grâce à vous. Réflexion signée de Jean-Paul II en réponse aux applaudissements. Le chef de l'Église catholique a connu aujourd'hui en Bretagne un réel succès populaire en célébrant une grand-messe solennelle devant une foule impressionnante d'environ 150 000 fidèles. François Cornet. Les Bretons y voient comme un signe. Alors que la météo prévoyait un temps pluvieux sur la Bretagne, il faisait grand beau ce matin sur les 23 hectares du site de Sainte-Anne où s'étaient regroupés dès le lever du jour quelques 150 000 fidèles. Sainte-Anne-d'Oré, Keranna en breton. C'est dans ce hameau que serait apparue une nuit de juillet 1625 Sainte-Anne à un humble paysan, Yves Nicolazic. Bien qu'elle ne soit jamais mentionnée dans l'Évangile, Sainte-Anne, considérée par les Bretons comme la mère de la Vierge Marie, aurait demandé aux paysans de reconstruire une chapelle dédiée à son culte et tombée en ruine depuis 924, ce qui fut fait. Jean-Paul II est le premier pape à se rendre en Bretagne, une région pourtant de forte tradition catholique et de résistance à la laïcité, héritière de la Révolution française. Par sa venue à Sainte-Anne-d'Oré, il entendait souligner l'enracinement profond et ancien de la foi chrétienne en Bretagne. Je suis venu vous inviter à faire grandir l'espérance en vous et autour de vous, a déclaré Jean-Paul II dans son homélie. Invoquant les grâces de Sainte-Anne, vénérée dans le Morbihan depuis 13 siècles, le pape a ravi les Bretons en parlant dans leur langue de l'apparition. Ioan Nicolazic, nous pète Yves Nicolazic, ne craignez pas, je suis Anne, mère de Marie. Dieu veut que je sois honoré ici, en ce lieu. Ne craignez pas, c'est ce que le pape a redit aux pèlerins de Sainte-Anne-d'Oré avant de remercier la Sainte et la Bretagne devant la clémence du ciel. Grand merci pour le soleil. Amen. Cet après-midi, au mémorial de Sainte-Anne-d'Oré, le pape a rencontré quelques 12 000 personnes représentant les familles chrétiennes des 12 diocèses de l'Ouest avec lesquelles il a abordé les grands problèmes des couples dans la vie d'aujourd'hui. Fidélité, divorce, avortement. Dans cette communion, ce contact direct avec ses fidèles, Jean-Paul II paraissait plus en forme qu'hier. Courte allusion à son état de santé. Il vit encore. Il vit encore grâce à Dieu et grâce à vous. Dans quelques minutes, nous reviendrons en détail sur cette deuxième journée du voyage papal en France en compagnie de Daniel Bilalian en direct de Sainte-Anne-d'Oré qui présentera les reportages de nos différents envoyés spéciaux. Dans les lycées et collèges de France, les cours ont été suspendus 2 heures ce matin, et cela pour faire place à des débats sur la violence, à la demande du ministre François Bayrou, après la mort d'un collégien de 15 ans tué accidentellement par l'un de ses camarades à Montreux. Les établissements avaient été laissés libres quant à l'organisation de cette initiative. Reportage à Clamart, Françoise David et Christophe Larocca à Toulouse. Regardez, par exemple, Nadine et Kesha, ils se battent. Moi, je viens. Hein? Après, je m'en mêle, après, tu vas retomber sur moi. Petite évocation de la violence au quotidien. Ce matin, tous les élèves de 3e du collège de la Sépierre à Toulouse étaient réunis au réfectoire. L'établissement est classé en zone d'éducation prioritaire, mais un long travail sur la violence y a déjà porté ses fruits. Restent quelques situations conflictuelles que l'on essaie de résoudre ensemble. Je lui demandais juste de laisser travailler mes élèves. Je leur ai dit, vous allez vous asseoir. Et là, les insultes sont parties. Chacun défend son point de vue, parfois avec animation. Ce n'est pas tant la violence au collège qui est mise en accusation que l'insécurité qui règne dans le quartier. Nicole, c'est rien, sortez dehors un peu là. Sortez de votre villa. Nicole, c'est rien, venez en quartier.
On a établi un statu quo, un modus vivendi tout à fait convenable dans le collège, mais le désespoir, c'est qu'à l'extérieur, notre action est vraiment très limitée. Est-ce qu'il y a encore d'autres formes? Changement de décor, ici la 6e sage du collège Alain Fournier de Clamart, une cité tranquille proche de Paris. L'établissement, qui vient d'être reconstruit sur les ruines d'un bâtiment du type Pailleron, est du genre plutôt calme. Et pourtant, les petits se sentent plus ou moins en danger. Il y a des grands, à chaque fois, ils me prenaient ma balle et l'achetaient dans la poubelle. Alors à chaque fois, je venais sur eux pour la récupérer, je me sentais menacée. Quand je passe près du lycée, quand je vois tous les jeunes qui sortent du lycée, j'ai un petit peu peur. Par exemple, à la sortie de l'école, parfois il y a des grands qui arrivent, qui nous demandent des choses, par exemple de l'argent, et si on l'a pas, parfois ils nous tapent dessus. Alors que faire contre le racket, la bagarre, le vol, l'intimidation des grands? Résoudre les problèmes en discutant et non en se battant. Contre la violence, je propose, tous ces mots figureront bientôt dans une charte commune à tous les élèves du collège. La crise dite de la vache folle empoisonne à nouveau le climat au sein de l'Union européenne. À 2 semaines du Conseil extraordinaire des 15 convoqués à Dublin, les dirigeants européens vont sans doute être amenés à rouvrir ce dossier. Londres a en effet décidé de geler le programme d'abattage sélectif de quelques 147 000 bovins qui avait été décidé lors du dernier sommet de Florence. En réponse, les Français réaffirment leur fermeté totale à maintenir l'embargo sur les produits bovins d'origine britannique. Le point, Elisabeth Esley. À la campagne, devant les journalistes, le Premier ministre britannique a lancé cet après-midi un appel au calme et tenté de justifier sa décision. Je ne pense pas, a dit John Major, que quiconque ait envie d'assister à un abattage inutile qui serait un gâchis économique. La Grande-Bretagne s'appuie sur de nouvelles données scientifiques, en l'occurrence une étude de l'université d'Oxford, selon laquelle la maladie de la vache folle s'éteindrait d'elle-même d'ici 5 ans. La Commission européenne est en train d'examiner le rapport, mais il n'est pas question de lever l'embargo. Nous ne bougerons pas dans cette affaire et nous maintiendrons notre position en ce qui concerne l'embargo des produits bovins britanniques et des produits dérivés. Je rappelle que nous n'avons toujours pas levé l'embargo, notamment sur la gélatine et sur le suif. C'est pas comme ça que les Britanniques vont faire avancer les choses. Les éleveurs français, eux non plus, ne veulent pas entendre parler de la décision britannique. On savait la politique anglaise surprenante, mais avec les dernières décisions qu'ils viennent de prendre, ça bat tous les records. Aujourd'hui, il n'est pas pensable de voir cette position anglaise qui pourrait remettre en cause tous les efforts que les continentaux, et en particulier les Français, font pour rassurer les consommateurs et les producteurs. Alors, de nouveaux risques d'affrontement entre Londres et ses partenaires européens? Aujourd'hui, à Bruxelles, on affirme qu'il n'est pas question de revenir sur l'accord défini à Florence en juin dernier. John Major a donc appelé à la fin de l'hystérie pour restaurer la confiance des consommateurs de viande bovine. Le Premier ministre souhaite un débat rationnel et ce n'est pas vraiment évident dans ce dossier où la psychologie se mêle à la science vétérinaire. En fait, Jean-Daniel Faesaquier et les responsables politiques ont à évaluer en quelque sorte le prix du risque acceptable en termes de santé publique. Oui, et pour l'évaluer, Bruno, ils ont des données scientifiques. Les experts britanniques ont publié, on l'a dit, le 29 août, une remarquable étude dans laquelle ils disent que spontanément, l'épidémie devrait s'éteindre vers 2001, mais que d'ici là, il y aura environ 7000 nouveaux cas de vaches folles. Ils proposent donc 14 scénarios pour pouvoir accélérer les choses. Alors il y a la solution, je dirais, la plus extrême. Vous abattez les 9 300 000 bovins britanniques. Là, vous êtes sûr d'avoir 0 cas, mais il y a un prix à payer. À chaque fois que vous éliminez une bête malade, vous avez tué 1300 bêtes parfaitement saines. Et puis je dirais qu'il y a l'hypothèse la plus basse. Vous pouvez n'abattre que 44 000 bêtes. Alors là, c'est très simple. Le prix est beaucoup moins cher à payer puisque en éliminant une bête malade, vous n'éliminez que 30 bêtes saines. C'est presque rien. Sauf que vous prenez le risque de voir surgir 5000 nouveaux cas. Et donc, John Major et les politiques se trouvent face à un vrai problème de santé publique. Il y a les données scientifiques, il y a les incertitudes scientifiques. On ne sait toujours pas, et on ne le saura pas avant au plus tôt juin 97, si cette maladie est transmissible à l'homme. Il y a les intérêts des agriculteurs, des lobbies agroalimentaires, au passage la santé des consommateurs, et puis aussi une élection législative en 1997 qu'on dit quasiment perdue pour John Major. Donc, il faut maintenant savoir, comme vous le disiez, quel est le risque, quel est le prix du risque à payer, qu'est-ce qu'on accepte comme risque minimum entre des consommateurs qui vous disent « moi je veux un risque zéro » et des agriculteurs qui ne veulent pas déjà tuer 150 000 bêtes et qui en tueront sûrement pas 9 millions. Alors il y a un véritable choix à faire, c'est ça aussi, quand on est élu, il ne faut pas se cacher, comme le fait John Major, derrière une étude, en distordre les résultats, il faut prendre ses responsabilités. Quand on est élu pour le meilleur
meilleur, mais aussi pour le pire. Il faut justifier ces décisions. C'est aussi la mission des politiques. Merci beaucoup. Nouvelle manifestation spectaculaire, en tout cas, de cette crise dite de la vache folle. Hier soir, dans le Pas-de-Calais, où des éleveurs de bovins ont déversé des carcasses d'animaux devant l'immeuble du Conseil général, ainsi que devant plusieurs sous-préfectures de ce département. Les éleveurs protestent contre les conditions qui leur sont imposées en matière de frais d'équarrissage. Dans une dizaine de départements, les entreprises concernées refusent en effet de travailler, faute de percevoir les subventions gouvernementales. Et ce soir, le ministre Philippe Vasseur a demandé aux préfets concernés de réquisitionner ces entreprises d'équarrissage. Jacques Chirac recevra mercredi prochain à l'Elysée le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce sera la première rencontre entre les deux hommes depuis le retour de la droite au pouvoir en Israël au mois de mai. À Moscou, nouvelle prolongation de l'hospitalisation de Boris Eltsine et confirmation de la présence prochaine à Moscou du cardiologue américain Michael Devaquet, le pionnier des transplantations cardiaques. Comme promis, nous revenons sur la deuxième journée de la visite du pape en France, une journée extrêmement chargée, avec notamment, nous l'avons vu tout à l'heure, une homélie sur la famille, l'occasion d'entrouvrir la porte de l'église aux couples divorcés, tout en restant extrêmement ferme sur la question de l'avortement. Tout de suite, nous retrouvons en direct de Sainte-Anne-de-Ré Daniel Bilalian. Daniel ? Oui, bonsoir Bruno. Effectivement, les déclarations de Jean-Paul II sur la famille ont été l'un des temps forts de cette journée. Il y en a eu d'autres de cette journée passée à Sainte-Anne-de-Ré, au lieu de pèlerinage de la Bretagne. Je vous les livre dans le désordre. Le soleil revenu, le beau temps, la ferveur des fidèles et puis bien entendu l'enthousiasme de tous ceux qui sont venus ici écouter aujourd'hui le pape, sans parler de la bonne forme, pour ne pas dire la bonne santé de Jean-Paul II, dont nous reparlerons tout à l'heure. Mais d'abord donc, ces déclarations sur la famille. Sur le plan de la doctrine pure de l'Église catholique, Jean-Paul II n'a rien changé à sa position sur l'avortement. J'ai noté sa phrase « Tout être déjà conçu a le droit à l'existence, car la vie donnée n'appartient plus à ceux qui l'ont fait naître. » Jean-Paul II ne change pas de position. En revanche, il assouplit sa position par rapport aux couples en difficulté dans notre société en crise. Il assouplit sa position par rapport aux divorcés et aux remariés qui, dit-il, appartiennent toujours de plein pied à la famille de l'Église catholique. Guylaine Chenu. La famille, un des sujets préférés de Jean-Paul II. Le pape est venu les écouter, tous ces couples et ses enfants réunis à Sainte-Anne-de-Ré. Ils ont parlé et ils ont raconté le chômage, l'exclusion et le divorce. Mon mari m'a annoncé qu'il me quittait pour partir vivre à l'étranger, me laissant seule avec les enfants. Ce fut une longue descente aux enfers. C'est à cette femme, comme à tous les couples séparés, et particulièrement les divorcés remariés qui n'ont plus droit au sacrement, que le pape s'est d'abord adressé. L'Église a aussi les soucis de ceux qui sont séparés, divorcés et divorcés remariés. Ils restent membres de la communauté chrétienne. La position n'est pas nouvelle, mais aujourd'hui, devant toutes ces familles réunies, Jean-Paul II exprime un changement d'attitude de l'Église catholique. Plus de compréhension, d'accueil et de chaleur pour les couples divorcés. Sur l'avortement, par contre, toujours le même message. Tout être humain, déjà conçu, a droit à l'existence, car la vie donnée n'appartient plus à ceux qui l'ont fait naître. Toujours la même fermeté sur le principe du droit à la vie. Une fermeté qui a assuré au pape aujourd'hui un franc succès auprès de ses fidèles. Le pape Jean-Paul II a donc été confronté aujourd'hui directement aux problèmes de notre société en crise. Crise économique, crise des valeurs de la famille également, qui souvent est éclatée. Il a donc entendu cet après-midi des témoignages de chômeurs, témoignages de femmes abandonnées également par leur mari, témoignages de divorcés. Reportage Marc Maisonneuve, Philippe Turpot. 1, 2, 3. Ça commence comme un match de foot, la vague, les fagnons, et ça coûte presque aussi cher aux fidèles. 1 million de francs pour ce seul podium, car le bâtiment abrite un ascenseur qui permet à Jean-Paul II d'être au niveau des familles totalement acquises grâce à ces petits mots qui font toujours plaisir à l'âme des inconditionnels. Chers amis, en passant au milieu de vous, c'était une joie de voir tant d'enfants. Le Saint-Père
sanctifiez notre foi. Les Rombaud sont les porte-parole des familles. Ils baiseront même la main du pape au nom des 20 000 personnes qui sont face à Jean-Paul II. Ils évoqueront aussi de vieilles histoires de famille. Je lui ai dit que les familles étaient très très heureuses de le rencontrer. Et je lui ai partagé cette expérience du Parc des Princes en 1980. Je lui ai dit que j'avais déjà été là quand j'étais jeune, étudiant, et que me revoyais maintenant père de famille. Et c'était très rapide, mais je crois que ça a éveillé en lui un bon souvenir que cette rencontre du Parc des Princes, à Paris. Le pape apprécie aussi les petits Rombaud. Non, moi, ce qui m'a touché aussi, c'est son geste de paternité à l'égard des filles quand elles sont allées saluer au début et lui donner des fleurs. Comment il les a enveloppées pratiquement, il les a pris et c'est ça qui m'a beaucoup touché. Ouais. Je lui ai dit que je l'aimais beaucoup. Je lui ai dit un bisou. Le cadeau du pape est adapté. Il suivra la croissance des enfants, celle de leur foi en Jean-Paul II. Avec nous qui suit ce voyage de 4 jours en France de Jean-Paul II, Monseigneur Di Falco, bonsoir. Bonsoir. Vous avez suivi cet après-midi les déclarations de Jean-Paul II qui risquent de ne pas plaire à la société dite civile ou encore à un certain nombre de catholiques progressistes. Déclarations sur l'avortement, position toujours très stricte du Saint-Père. Je crois qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que le pape dise autre chose concernant l'avortement, c'est-à-dire respect de la vie dès sa conception jusqu'à son terme. On ne pouvait pas attendre autre chose de sa part. Alors, pour ce qui concerne les familles remariées, les divorcés, il tient compte de la crise actuelle des valeurs, de la société, et là, il assouplit, est-ce qu'on peut dire qu'il assouplit sa position? Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il assouplit, parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il a dit précédemment au cours des années passées. Cependant, c'est important qu'il le redise ce soir, cet après-midi, devant ses familles, à savoir que les divorcés et les divorcés remariés avaient leur place dans la communauté chrétienne s'ils souhaitaient vivre leur foi. Et je crois que c'est important qu'ils le disent parce qu'on entend dire tant de choses, que les divorcés remariés sont excommuniés, qu'ils n'ont plus leur place dans la communauté chrétienne. C'est faux. Ils ont leur place et je crois que c'est important qu'ils le disent comme il l'a dit aujourd'hui. Et que retiendrez-vous, vous, en dehors de ces deux sujets cruciaux de la journée, de cette journée passée à Sainte-Anne-d'Auray? Mais écoutez, je crois que c'était une très belle journée, que les Bretons ont su réserver au pape l'accueil qui convenait. Puis il y avait à la fois le beau temps, beaucoup de monde. Et ce qui m'a vraiment beaucoup surpris, puisque j'ai eu l'occasion de voir le pape souvent à Rome, notamment à la télévision du Vatican, c'était le sourire qu'il avait, il était en forme. Vraiment, alors, je crois qu'il était heureux d'être en France. Justement, à propos de cette forme de Jean-Paul II, hier à Tours, si vous nous avez suivis sur France 2, vous aviez vu que le pape Jean-Paul II était, disons, fatigué, qu'il avait parfois du mal à terminer ses phrases. Aujourd'hui, eh bien, à Sainte-Anne-d'Auray, tout autre chose. Peut-être à cause du soleil, eh bien, Jean-Paul II est apparu en pleine forme. Il a pu tenir tous ses engagements, prononcer toutes les déclarations qu'il avait à faire. Il a pu également se promener dans la foule des fidèles. Et il a même eu ce trait d'humour lorsqu'il a déclaré à un moment, à la fin de son homélie de cet après-midi, parlant de lui à la troisième personne, il a dit « Il vit encore, grâce à Dieu et grâce à vous ». Reportage Marie-Pierre Farkas, Jean-Marie Lequertier. Au bout de la nuit, de plusieurs kilomètres de marche, des milliers de pèlerins investissent Sainte-Anne. Ils ont les pliants, les thermos, les croissants, la patience et la discipline. Le jour se lève sur la basilique, encore quelques heures d'attente pour cet instant-là. L'image furtive mais toute proche du pape dans sa bulle de verre. Je suis bien. Entre le ciel et la terre. Ça ne peut pas être mieux. Ça remue. Ça réveille la foi, l'espérance. Et on se dit qu'il y a de l'avenir pour tout ce monde. Jean-Paul II découvre la foule. Le soleil. Les enfants détaillent avec force de cri ce prêtre au-dessus des têtes dans sa drôle de machine. Pour les chrétiens de l'Ouest, c'est la fête. J'avais envie de dire à ceux qui ne sont pas chrétiens que ça vaut la peine de se demander pourquoi il y a autant de gens qui viennent. De se pencher peut-être un peu sur ce message avant de le condamner sans l'entendre. Puis vient le temps de la prière, d'une communion avec le pape, celle que la Bretagne attendait depuis des siècles. La messe est dite,
L'émotion est à son comble. Sainte-Anne rentre à la basilique. Les pèlerins ont encore 3 bonnes heures pour regagner leurs 600 quarts. S'ils n'ont retenu qu'un mot du pape, c'est espérance. Mais certains guettent encore un ultime souvenir. Moi, je l'ai vu 2 fois en papa mobile, une fois à 3 mètres de moi, une autre fois à 2 mètres. J'ai pu prendre des photos. Pour moi, c'est un jour extraordinaire. D'autres ont eu une soudaine vocation, comme ces jeunes filles d'Auray qui, ce soir, avaient une âme de pénitente. C'est vrai que les Bretons ont réservé un accueil vraiment chaleureux à Jean-Paul II. Hier à Tours, la pluie peut-être avait fait que les pèlerins et les fidèles étaient moins nombreux dans les rues. Et puis Jean-Paul II sera demain toute la journée à Tours. En tout cas aujourd'hui, ce fut ce que l'on appelle une journée réussie. J'en reviens à ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir la santé, tout au moins la forme de Jean-Paul II, qui, vous le savez, doit être opéré le 6 octobre prochain. Aujourd'hui, à tous ceux qui l'ont rencontré, de près ou de loin, le Saint-Père est apparu en bonne forme physique. Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Voici l'agneau de Dieu. À Sainte-Anne d'Auray aussi, la santé du pape était de toutes les conversations. Même si peu l'ont vu de près, les pèlerins faisaient la comparaison avec les images d'hier à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Le Saint-Père en meilleure forme. Oui. Oui, je trouve. Oui, bien. mieux que hier. Oui. On l'a trouvé très bien aujourd'hui, tandis qu'il était très fatigué hier. Il semblait très tonique aujourd'hui. Il est extraordinaire quand même qu'il ait parcouru le monde, qu'il continue à le parcourir, tout en étant, on peut presque dire, peut-être même à l'article de la mort. Les élèves de l'école hôtelière de Vannes, qui ont eu le privilège de servir le déjeuner du pape, allaient aussi de leurs commentaires. Très en forme. Tout ce qu'on dit, puis là, on le voit bien manger. En plus, à la fin, il nous a bénis justement pour ça, donc il était assez en forme pour pouvoir faire ça. Le Saint-Père était tellement en forme aujourd'hui qu'il nous a même donné rendez-vous à l'année prochaine à Paris. C'est dire combien il était en forme aujourd'hui. Était-ce le soleil de Bretagne, la liesse qui régnait à Sainte-Anne d'Auray? Pour beaucoup d'observateurs, Jean-Paul II avait retrouvé aujourd'hui un peu plus d'allant. Il est quand même un homme malade. Sans doute il est assisté par les médecins qui l'aident en quelque mesure avec des remèdes pour lui donner un coup de main à faire face à un voyage qui est quand même lourd et plein d'engagement. Mais pour les proches de Jean-Paul II, les raisons de l'amélioration relative de la santé du pape sont aussi à chercher dans son désir de se rendre en France. On le sent serein, on le sent désireux de connaître la France profonde, la France telle qu'elle est dans sa réalité quotidienne. Le pape, en tout cas, n'a pas déçu les catholiques bretons, car jamais de toute l'histoire de la chrétienté, un pape n'était venu dans la région. Et malgré son état de santé, Jean-Paul II n'a pas renoncé à cette rencontre historique. Ce soir, Jean-Paul II est de retour à Tours, où il est basé pour ses 4 journées de visite en France. Il passera d'ailleurs toute la journée de demain à Tours, Philippe Arroir. Eh bien oui Daniel, le pape vient tout juste d'arriver à Tours. Vous allez voir les images de son retour. Et vous avez tout à fait raison, il est en forme. Après une journée aussi rude, Jean-Paul II, qui marche avec sa canne, mais assez lentement, descend finalement pas trop mal toutes ces marches énormes de l'échelle de coupée de l'avion. Et il va maintenant se reposer après un dîner privé à la Grande-Bretèche. Il a béni les quelques personnes qui sont sur la base aérienne de Tours. Il les a bénis et puis, vous allez le voir, il va s'en aller, pas gaillardement, mais finalement assez bien. En tout cas, il a l'air plus en forme qu'hier matin lorsqu'il est arrivé, alors qu'il pleuvait pour son voyage en France, son 5e voyage en France. Alors que va faire le pape à Tours? Il va faire quelque chose qui lui paraît très important. Demain après-midi, il va rencontrer à la basilique Saint-Martin, là où est enterré le saint, les blessés de la vie. Qu'est-ce que c'est que les blessés de la vie? Eh bien, ce sont des gens, des marginaux, des gens qui sont meurtris, qui se sentent exclus et qui seront là. Ils seront 200 et 20 d'entre eux iront vers le pape et pourront, seul à seul et en tête à tête, discuter de leurs problèmes avec le Saint-Père. Le Saint-Père y tient beaucoup. Comment ont-ils été choisis? Par des associations qui ont sélectionné qui ils ont voulu, pas forcément des chrétiens, puisqu'il y aura même un clochard qui est musulman. Tout ça pour répondre à ce que disait le pape avant de partir, un appel aux chrétiens. Il leur disait, ne vous lassez pas de vous montrer fraternels
envers ceux qui souffrent. Eh bien, le pape veut montrer l'exemple. Et ce sera le thème également de son homélie au cours de la messe qui sera célébrée ici, à la base aérienne, à 2 pas de moi. Vous allez apercevoir le podium qui est déjà prêt maintenant. Ce sera demain matin, donc, ici à Tours, sur la base aérienne, pour cette 3e journée du pape. Merci Philippe, merci à Monseigneur Di Falco qui nous accompagne pour ce voyage et qui sera demain à Tours et dimanche à Reims. C'est à vous Bruno. Merci, et le pape, je le rappelle, sera dimanche à Reims. Un mot de politique française avec la réponse de Jean-Marie Le Pen à Alain Juppé. Hier, le Premier ministre avait, je vous le rappelle, affirmé qu'à ses yeux, le président du Front National était profondément, presque viscéralement raciste, antisémite et xénophobe. Aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse, Jean-Marie Le Pen a demandé solennellement la démission du Premier ministre, qualifié de Premier ministre de la diffamation et de la haine. Après cette déclaration véritablement délirante, affirme Jean-Marie Le Pen, Alain Juppé ne mérite plus de conduire le gouvernement de la France ni l'action gouvernementale. Les compagnies aériennes françaises sont décidément bien malades. Chacun connaît les difficultés dans lesquelles se débattent actuellement Air France et l'ex-compagnie Air Inter. Le pôle commercial privé créé en début d'année par Air Liberté et AOM bat lui aussi de l'aile. Les salariés d'AOM sont en grève, étaient en grève aujourd'hui. Ils refusent le mariage avec la compagnie Air Liberté au bord du dépôt de bilan. Reportage Pascal Golomer, Jean-Louis Bosser. Pour une première, AOM n'a pas fait les choses à moitié. 59 vols annulés sur 62 pour la métropole et les 7 longs courriers reportés à demain, chacun son tour. La dernière fois que je devais partir sur la côte, c'était au mois de juin par Air Inter et je suis arrivée à l'aéroport et il y avait grève Air Inter et j'avais dit cette fois-ci je prends AOM mais vraiment pas de peau quoi. Une grève de 24 heures car les syndicats sont inquiets. Des résultats financiers annoncés comme désastreux, un accord commercial avec Air Liberté qui n'aurait aucun avantage et un président, Alexandre Couvler, qui n'inspire pas confiance. On nous parle donc d'accords commerciaux et implicitement derrière la fusion avec Air Liberté. On est un peu inquiet parce qu'on ne comprend pas tous ces événements. Les dernières nouvelles sur Air Liberté ne sont pas là non plus pour nous rassurer. Air Liberté va de plus en plus mal, c'est vrai. Mais une fusion avec AOM, le mariage de deux malades en quelque sorte, ne réglera rien, faute d'argent frais dans la corbeille. En Belgique, les suites de l'enquête sur les agissements criminels de Marc Dutroux avec un document impressionnant, l'une des caches à Marcinelle où ce criminel enfermait ses victimes. Un document de la RTBF commenté par Maryse Burgot. La maison avait déjà été perquisitionnée par les enquêteurs à plusieurs reprises. Marc Dutroux avait lui-même indiqué ce lieu au 128 de la rue Philippeville à Marcinelle. Mais après plusieurs heures de recherche, les policiers n'avaient rien trouvé. C'est seulement le 15 août dernier qu'ils vont découvrir l'incroyable cache parfaitement dissimulée dans la cave derrière cette plaque de béton. C'est là qu'ils ont trouvé Sabine et Laetitia. La première aura passé ici 2 mois, la deuxième 1 semaine. Dans ce réduit de 3 mètres sur 1,20 m, les enquêteurs vont découvrir un jeu vidéo, un jeu de cartes, des bandes dessinées. Au sol, un seau hygiénique, un matelas et des plaquettes de pilules contraceptives. Pour survivre, quelques réserves de nourriture et un vague mode d'emploi. Au plafond, un système de ventilation relié à une cheminée pour éviter que les chiens des policiers ne détectent la cache. Grâce aux policiers, Sabine et Laetitia sortiront vivantes de cet endroit. C'est là que Marc Dutroux enfermait toutes ses victimes. Julie et Mélissa y sont mortes de faim. Devant la cour d'assises du Vaucluse, l'avocat général a requis aujourd'hui des peines allant de 4 à 10 ans de réclusion à l'encontre de 5 femmes baptisées par la presse gang des Amazones. Ces femmes avaient braqué 5 banques dans le Vaucluse il y a 7 ans. Sur place, Valérie Hermite, Emmanuel Beck. Leur amateurisme a fait parfois sourire. Il faut écouter Laurence lorsqu'elle raconte les achats de postiches au magasin de farce et attrape du coin. Le maquillage des copines qui vont aller se faire une banque pendant qu'elles gardent les enfants. Besoin d'argent. Mais même si maintenant je viendrai avoir besoin d'argent, je me battrai pour trouver du travail où je saurai où aller. Aujourd'hui, vous travaillez? Oui. Elle, comme d'autres, était en liberté depuis 4 ans. Elle, comme d'autres, a connu la trouille de sa vie. C'est très angoissant de braquer une banque, dit Hélène au président. Et pour ceux qui sont braqués, c'est pas angoissant, lui répond-il. Peut-être, mais pour moi, c'était vraiment angoissant. Il faut encore écouter Fatia, traumatisée parce qu'elle a dû prendre un sens interdit pour s'enfuir. Et de l'argent, qu'en faisiez-vous? Eh bien,
On allait faire des courses, bien sûr. À nouveau, sourire. Aller acheter notamment des layettes, des jouets, de la nourriture et puis ensuite rentrer chez elles. Je n'allais pas dire qu'elles allaient commettre des vols à main armée comme on va boire un café, mais c'est vrai qu'à un moment donné, elles n'ont peut-être pas réalisé la gravité de ce qu'elles faisaient. L'avocat du Crédit Agricole a compris. Ne vous laissez pas prendre par l'image sympathique de faiblesse, demande-t-il aux jurés. Que ce soit des femmes ne change rien aux faits. Et l'avocat général de poursuivre que le caractère atypique de ce dossier ne vous amène pas à le banaliser, à le trouver pittoresque. Les faits sont extrêmement graves et il demande entre 4 et 10 ans de prison pour ces drôles d'Amazon du Vaucluse. Verdict dans la soirée. Toujours la terreur politique en Algérie avec l'assassinat aujourd'hui d'un chanteur de rail de 28 ans, Cheb Aziz, une vedette dans l'Est algérien, exécuté après avoir été enlevé à la sortie d'un mariage. C'est le 4e chanteur algérien tué en 2 ans par les islamistes les plus radicaux. Retour en France avec le dicton du jour. À la Saint-Eustache, Stéphanie ne renonce pas à sa tâche. La princesse de Monaco a en effet présidé aujourd'hui un concours d'élégance automobile. Cette première sortie de la princesse depuis l'ouragan qui s'est abattu sur la principauté n'est pas franchement passée inaperçue. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Le concours d'élégance des voitures anciennes avait rarement retenu l'attention d'autant de photographes. Sur la place du Casino à Monaco, le rendez-vous mondain tourne au rendez-vous médiatique. Tout simplement parce que la princesse Stéphanie revient aux affaires dans un rôle très officiel de présidente du jury. La femme traquée par les paparazzis depuis sa rupture mouvementée avec Daniel Ducruet s'expose aux objectifs après les photos volées. C'était l'image à ne pas manquer. Ben oui, compte tenu de tous les événements de ces temps-ci en principauté, elle est plus importante que la fête nationale elle-même réunie. En fait, c'est une répétition de la fête nationale, finalement. C'est vrai qu'elle est importante. Il y a une demande. Demande de journaux et d'un public soucieux de connaître l'humeur d'une princesse qui vient de traverser 3 semaines éprouvantes. Les curieux l'auront lu sur son visage. C'est pour ça justement qu'on voulait la voir la tête qu'elle avait, si je peux m'exprimer ainsi. Et alors? Je la trouve un peu maigrelette. Hein. Très mince, presque maigre. Une silhouette frêle sur la place du Casino, la séance photo aura duré une demi-heure, beaucoup plus longtemps que d'habitude. Dans ces circonstances officielles, la presse n'a droit en général qu'à 5 minutes de prise de vue. Mais la principauté de Monaco devait aujourd'hui réussir le retour en scène d'une princesse célibataire. À la Saint-Eustache, Indurain renonce, lui, à sa tâche. Le Grand d'Espagne a en effet mis pied à terre et abandonné le Tour d'Espagne au cours de la 13e étape. Un chiffre qui a porté bonheur, en revanche, à Laurent Jalabert, qui a remporté l'étape. Laurent Frédéric Bollet. Il reste 20 km à parcourir dans la 13e étape de la Vuelta. Miguel Indurain est en tête. Mais cette réalité est aussi une illusion. Quelque chose ne va pas, ne va plus. Indurain se retourne, tente de se relancer, peine perdue. Le roi du cyclisme n'a plus de jambes. La sanction est immédiate. On le dépasse, on le dépose, on le laisse. Quelques secondes plus tard, celui qui est encore 3e au classement général s'arrête. Indurain abandonne et c'est presque incroyable. Le quintuple vainqueur du Tour de France, le seigneur de peloton, rentre à l'hôtel directement, comme s'il sortait de la Seine par une porte dérobée. Nous reviennent alors en tête les images du Tour de France, il y a 2 mois à peine. Là aussi, un Indurain fatigué, dépassé, qui ne termine même pas dans les 10 premiers au général. Heureusement, entre-temps, il y avait eu Atlanta et le titre olympique du contre-la-montre sur route. Mais les annonces de retraite couraient déjà et Indurain le reconnaissait. Une femme, un enfant, l'entraînement, cela devenait de plus en plus dur. Après l'Atlanta, j'ai fait la finale de la saison, non? Vuelta, mondial, c'est beaucoup de jours à partir de la maison. Loin de la maison et les autres qui en profitent. Jalabert gagne l'étape devant Souleux qui reste maillot amarillo. Indurain n'est plus de la fête, peut-être un changement de cycle dans le monde du vélo. À la Saint-Eustache, les tennismen français peinent à la tâche. En demi-finale de la Coupe Davis de tennis, bien sûr, l'équipe d'Italie mène 1-0 devant la France à la suite de la défaite plutôt inattendue de Cédric Pioline face au modeste Andrea Gaudenzi, 55e mondial. Sur place, à Nantes, François Brabant. Allez, bon courage.
Et du courage, il va en falloir. Car à l'issue du premier match, la côte de l'Italie vient de grimper sérieusement. Andrea Gaudenzi monte en l'air, la raquette de Pioline tombe par terre. Et pourtant, c'est le Français qui avait le mieux démarré. 7-5 pour lui dans le premier set, grâce à quelques bons retours de service. Gaudenzi est à terre, mais il ne faut pas l'enterrer pour autant. Tout au fond du court, l'Italien, petit à petit, installe le jeu qui lui convient le mieux, l'échange du fond. Il gagne aisément les deuxième et troisième manches. Dans la quatrième, Pioline se réveille. Gaudenzi va retomber par terre, mais c'est pour Pioline que la chute sera la plus dure. 15-40. Finalement, Gaudenzi l'emporte en 4-7 et l'Italie mène 1-0. Pour aller en finale de la Coupe Davis, il va falloir s'accrocher. Nous allons tout de suite en direct à Nantes retrouver François Brabant pour le deuxième match. Arnaud Butch n'a pas le droit à la défaite face à Renzo Furlan. Oui, il n'a pas le droit et vous arrivez à un moment critique de la partie. Arnaud Butch, il est au service, il est là-bas au fond du court. Et les deux joueurs en sont à 4 jeux partout dans le quatrième set et 0-30 sur le service d'Arnaud Butch. Autant dire que c'est un moment très important de la partie. 0-40 maintenant. 3 balles de break pour le numéro 1 italien Renzo Furlan, 38e au classement mondial. C'est un match un petit peu en dents de scie pour l'instant, au niveau du score en tout cas. Premier set à Furlan, deuxième set à Butch, troisième set à Furlan. Donc normalement le quatrième devrait revenir aux Français, mais là on en est très très loin. Et c'est même une passe très très difficile pour Arnaud qui va bientôt servir pour tenter de ramener l'équipe de France dans la partie, en tout cas de rester lui dans le match et de gagner le droit de disputer un cinquième set. L'Italie, je vous le rappelle, mène déjà 1-0. Merci. Les résultats de ce match dans le dernier journal, vers 22h30. Après Maigret, alias Bruno Kremer, et avant le bouillon de culture de Bernard Pivot, consacré ce soir à Michel Tournier, un flash d'information présenté par Florence Daucher. Demain à 7h dans Théo Café, Catherine Sellac recevra Corinne Lepage, ministre de l'Environnement. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, suivie du point route de Patrice Drevet. Bon anniversaire à Sophia Loren, Sabrine Azema et Patrick Poivre. Bonne fête aux Eustaches. Quant à moi, j'ai fini ma tâche. Rendez-vous demain 13h-20h. Excellente soirée, merci.